Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire autour de l'identité nationale de santé dédié donc cette fois-ci aux éditeurs. On va attendre une petite minute avant de commencer le temps que les derniers se connectent. Pour info, tous les webinaires de l'ANS sont disponibles en replay sur le site de l'agence. Les webinaires INS éditeurs sont des thématiques assez récurrentes. On en fait à peu près tous les 2 mois, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, le webinaire est enregistré, il vous sera envoyé par mail dès la fin de l'événement. Le support sera également mis en ligne sur le site de l'agence. Vous avez un onglet questions sur la droite de votre écran, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Elsa, Michael et Benoît se feront un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup Elodie. Et dans ce cas-là, on démarre. Merci à tous de vous être connectés pour ce nouveau webinaire à destination des éditeurs sur l'identité nationale de santé. Donc, je répète ce que vient de dire Elodie. N'hésitez pas à utiliser les onglets chat et questions pour nous interpeller ou nous poser vos questions tout au long de cette présentation. Nous, l'intérêt de ce type d'exercice, de ce type de webinaire, c'est bien sûr de vous passer de l'information, mais c'est surtout aussi de répondre à vos questions en direct. Donc, on compte sur vous pour rendre ce webinaire le plus interactif possible. Aujourd'hui, vous avez avec vous 3 personnes, au-delà d'Elodie. Moi-même, je suis Elsa Créache et je suis responsable de mission au sein de l'Agence du numérique en santé. Je m'occupe entre autres du projet INS, Identité nationale de santé. Dans l'équipe INS, nous avons la chance d'avoir Benoît Muller, qui est également présent aujourd'hui et qui sera à la manœuvre notamment pour répondre à vos questions. Et est présent également Michael Tardif du GIE Sésame Vital, qui vous parlera plus spécifiquement du téléservice INSI, qui est l'une des opérations clés du projet Identité nationale de santé. Nous travaillons aussi très étroitement avec le réseau des référents régionaux en identitovigilance, qu'on appelle le 3 Rives. Ce sont des experts en identitovigilance qui nous ont aidés tout au long du projet INS et qui généralement se connectent aussi à ce webinaire pour écouter les questions et ils nous aident ensuite à y répondre. Alors, ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. On va d'abord reprendre quelques minutes pour remettre tout le monde au même niveau de connaissance sur l'identité nationale de santé. Ensuite, on aura une partie dédiée à la façon dont on gère désormais les identités dans les logiciels avec l'arrivée de l'INS. On fera un zoom sur les statuts de l'identité. Ensuite, on va s'intéresser à l'opération de récupération du téléservice INSI, l'opération qui permet de récupérer l'identité nationale de santé. Ensuite, on aura une partie dédiée à la façon dont on diffuse cette identité nationale de santé. Et enfin, une partie dédiée à l'autre opération du téléservice INSI, qui est l'opération de vérification, qui nous permet de vérifier un INS qu'on a déjà. Sans plus attendre, l'introduction. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on met en place une identité nationale de santé, cette INS? Quel est l'intérêt de cette identité nationale de santé? Aujourd'hui, quand en tant qu'usager, vous êtes peut-être déjà rendu compte que votre identité peut légèrement différer selon le professionnel qui vous prend en charge. À l'hôpital, vous êtes peut-être connu sous votre nom de naissance, mais peut-être que votre médecin traitant, que vous connaissez bien, a pris l'habitude de vous appeler par votre nom de femme ou d'homme marié. Idem à la pharmacie, au laboratoire, dans toute structure finalement qui peut vous prendre en charge, il peut y avoir des légères divergences dans votre identité. Et le problème, c'est que ces légères divergences ne facilitent pas l'échange et le partage de données de santé, puisqu'on peut toujours avoir un doute. Quand on reçoit un compte rendu avec un nom, un prénom, une date de naissance et un sexe, on peut avoir un doute. Est-ce qu'on parle bien de cet usager-là? Est-ce qu'on n'a pas confondu avec un autre? Et donc, pour sécuriser l'identité de la personne prise en charge, on a mis en place cette identité nationale de santé. Donc, cette identité, c'est une identité qui a vocation à être partagée par tous les acteurs du monde de la santé, du sanitaire, du médico-social, qui prennent en charge l'usager. Cette identité nationale de santé, elle est composée de plusieurs données. La première, c'est le matricule INS. Donc, le matricule INS, c'est le numéro finalement qui va nous permettre d'identifier l'usager. Ce numéro correspond au NIR, donc au numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques. C'est le numéro qui nous est attribué à la naissance quand on est en France, ou ça correspond au numéro qu'on va nous attribuer quand on se fait immatriculer auprès des organismes de protection sociale en France pour les personnes qui seraient nées à l'étranger. Ce matricule INS, il ressemble bien évidemment beaucoup au numéro de sécurité sociale. Il y a une petite subtilité à avoir à l'esprit, c'est que le numéro qu'on utilise, c'est bien le numéro de la personne prise en charge.
là où le numéro de sécurité sociale, il peut être, par exemple, pour un enfant, celui de son père ou de sa mère, donc ça peut être le numéro de l'assuré. Donc, on peut avoir une différence entre le numéro de sécurité sociale qui sert pour le remboursement des soins et le matricule INS qui sert pour identifier le vrai usager qui bénéficie du soin. À ce matricule INS, qui est la première donnée finalement de l'INS, on associe un identifiant technique qu'on appelle l'OID, qui va permettre de distinguer la nature du matricule INS. Dans certains cas, le matricule INS est un matricule définitif. Dans ce cas-là, on aura l'OID qui correspond au matricule définitif. Si c'est un matricule provisoire, le temps de la procédure d'immatriculation, l'OID permettra d'identifier qu'on a bien affaire à ce matricule provisoire. Les autres données qui composent l'INS sont le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance de l'usager, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du lieu de naissance de l'usager. Ces données d'identité, elles vont être mises à disposition des professionnels par le téléservice qui s'appelle le téléservice INSI. Et ce téléservice INSI est mis en œuvre par la CNAM. Alors, ce n'est pas parce que c'est un téléservice de la CNAM que les données qui sont retournées sont les données de la CNAM. La CNAM, finalement, fait l'intermédiaire entre le professionnel de santé et les bases de référence de l'état civil. Donc, les données qui sont retournées par INSI sont bien les données telles qu'elles existent à l'état civil pour l'usager. En tant qu'éditeur, la mise en œuvre de l'INS, on a tendance à le représenter par 3 marches à franchir, qui ne sont pas forcément successives d'ailleurs. Première marche à franchir, c'est être capable d'interroger ce fameux téléservice INSI, soit pour récupérer l'INS, quand on ne l'a pas déjà, soit pour vérifier un INS qu'on aurait déjà récolté dans le passé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration d'INSI. Deuxième étape, l'implémentation de l'INS. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a récupéré cet INS à partir du téléservice, c'est qu'on soit capable de correctement le gérer dans les logiciels en respectant toutes les règles et bonnes pratiques d'identito-vigilance décrites dans un référentiel qui a été publié récemment, qui est le référentiel national d'identito-vigilance. Dernière étape, c'est la diffusion des INS, parce que bien sûr, c'est important de récupérer ces INS, de bien les gérer dans le logiciel, mais nous, ce qui est important pour le bon échange et partage des données de santé, c'est que cet INS apparaisse sur tout document de santé, qu'il soit produit sous format papier ou sous format informatisé. Alors, l'INS, vous le savez probablement déjà, hein, c'est un des projets socles de la feuille de route du numérique en santé et c'est aussi l'un des aspects phares du Ségur, du volet numérique du Ségur de la santé. Donc, ce webinaire n'a pas du tout vocation à parler du Ségur. Je fais juste une toute petite parenthèse pour situer l'INS dans le contexte de Ségur. Donc, l'ambition du Ségur de la santé dans son volet numérique, c'est d'accélérer l'échange via MS Santé et le partage via le DMP de toutes les données de santé produites à l'hôpital, dans les laboratoires de biologie, dans les cabinets de radiologie, chez le médecin de ville, dans les officines, dans le secteur médico-social. Donc, ces échanges et partages de données de santé, pour être conformes à ce qui est demandé dans le cadre du Ségur, devront comporter l'INS dite qualifiée de l'usager sur toutes ces données de santé. En tant qu'éditeur, vous avez une page d'ailleurs dédiée pour vous expliquer le Ségur, ce que ça veut dire pour vous, etc. Donc, vous retrouvez cette page sur ce support-là. Sachez en tout cas qu'un certain nombre de task force, une par grand couloir, hôpital, ville, etc., se sont réunies pour identifier les pratiques d'échange et de partage actuelles et pour repérer qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour accélérer cet échange et ce partage. Donc ça s'est traduit finalement par un certain nombre d'exigences vis-à-vis des éditeurs et ces exigences ont été regroupées dans un DSR, un dossier de spécification de référencement. Sur la base de ces DSR, vous allez pouvoir en tant qu'éditeur candidater pour être référencé par l'ANS. Donc l'ANS vérifiera la conformité de vos solutions, de vos logiciels par rapport à ce DSR. Et si vous êtes référencé, vos clients pourront bénéficier de financement pour déployer votre solution dans leur contexte propre. Pour vous accompagner sur l'INS, je vous mets aussi en visibilité ce qu'on appelait le parcours Genius. On a voulu, les 3 marches dont je vous parlais tout à l'heure, on a voulu vous prendre un peu plus par la main et vous expliquer pas à pas comment est-ce que vous pouvez vous mettre en place l'INS dans vos solutions. Et ce pas à pas, ce parcours guidé, vous pouvez le retrouver sur le site qui est présent sur cette diapositive, le site Genius. Nous allons bien sûr, lors de ce webinaire, parcourir un certain nombre de choses qui sont mises dans ce parcours-là, mais on vous invite aussi à le consulter en aval de ce webinaire.
Je vois qu'il y a déjà une question. Mais Benoît a été tellement rapide que la réponse est déjà affichée. Alors, je passe à la partie 2, gérer les traits d'identité. Donc, la première chose, et ça, tous les logiciels vont devoir le faire, il faut être capable de gérer l'identité correctement dans un logiciel. Pour gérer correctement l'identité dans les logiciels, il faut avoir un certain nombre de champs dédiés à la gestion de l'identité. Bien évidemment, on va retrouver tous les champs qu'on a évoqués tout à l'heure, le champ matricule INS, le champ OID, un champ pour chaque trait strict, le nom de naissance, les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, le code INSEE du lieu de naissance. On a également ajouté à cela un champ qui est le champ premier prénom de naissance et qui est nécessaire en complément de la liste des prénoms de naissance. On demande aussi à ce que dans tout logiciel, il existe un champ pour renseigner le nom utilisé et le prénom utilisé de l'usager. Alors, le nom utilisé et le prénom utilisé, en fait, c'est le nom que l'usager va porter dans la vie courante. Par exemple, ça va être le nom d'homme ou de femme mariée qui peut venir en complément du nom de naissance. Pour les prénoms, ça peut être là aussi un prénom que l'usager porte dans la vie courante, mais qui peut être légèrement différent de ses prénoms à l'état civil. Ces données-là, ces données qui vont alimenter ces champs, doivent venir le plus possible du téléservice INSI. C'est-à-dire que l'objectif à travers la mise en œuvre de l'INS est de pouvoir appeler le téléservice INSI et d'alimenter finalement tous ces champs-là par les données retournées par le téléservice INSI pour ainsi bénéficier de l'identité telle qu'elle existe à l'état civil. Donc tous les traits stricts et le matricule INS vont être renseignés par le téléservice INSI avec une petite subtilité. Le premier prénom de naissance, lui, n'est pas directement retourné par le téléservice INSI, il doit être déduit du retour du téléservice INSI, et les champs non utilisés et prénoms utilisés ne sont pas connus par définition de l'état civil. Là, c'est à l'usager de les indiquer et donc à l'utilisateur de les renseigner. Les traits sur lesquels vous voyez des petites étoiles sur le support, je ne sais pas si c'est complètement visible, donc les petites étoiles sur nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance, sexe et code INSEE du lieu de naissance signifient que pour créer une identité, il faut obligatoirement renseigner ces champs-là. Si on n'a pas l'information, par exemple, c'est vrai que le lieu de naissance, ça peut être une information difficile à récolter de premier abord quand on reçoit l'usager. On a toujours la possibilité de mettre un lieu de naissance fictif, 99 999, pour permettre de créer tout de même l'identité dans le logiciel. Alors, un petit focus sur les noms et prénoms, parce qu'il y a beaucoup de champs qui existent sur la gestion des noms et des prénoms. Donc, sur le champ prénom, comme je vous l'ai dit, on a 3 champs finalement pour saisir le prénom de l'usager, le ou les prénoms de l'usager. On a le champ qui s'appelle prénom de naissance, et là qui correspond à la liste de tous les prénoms de naissance connus à l'état civil. Là, la liste, vous n'êtes pas obligé de la saisir pour créer une identité. Par contre, c'est un champ qui sera alimenté dès lors que vous aurez pu appeler le téléservice INSI. Le premier prénom de naissance, lui par contre, son recueil est obligatoire pour la création d'une identité. Il n'est pas directement alimenté par le téléservice. Vous allez pouvoir le déduire de la liste des prénoms retournés par le téléservice INSI. Et ce champ-là, pourquoi on a tenu à le conserver dans les logiciels, on nous a souvent posé la question, c'est que quand les logiciels échangent entre eux, on s'est rendu compte que la gestion d'une liste de prénoms n'était pas forcément facile pour tous les logiciels et qu'on avait quand même des risques que la liste des prénoms soit tronquée dans les interfaces ou soit peut-être même rejetée dans les interfaces, d'où la nécessité d'avoir ce premier prénom de naissance dont on est sûr qu'il va passer à tous les coups. Troisième champ pour les prénoms, c'est le prénom utilisé, voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un prénom porté dans la vie courante par l'usager qui peut différer de ses prénoms de naissance. Son recueil est facultatif. Il ne provient pas du téléservice INSI. Et pourquoi on a voulu mettre ce champ-là? C'est vrai que les experts en identitovigilance nous ont quand même indiqué que pour la qualité de la relation entre le soignant et le soigné, c'est quand même beaucoup plus agréable pour un usager de se faire appeler par le prénom qu'il utilise dans la vie de tous les jours, plutôt que de façon assez froide par les prénoms qu'il porte à l'état civil lorsqu'il est pris en charge. Toute petite précision dans ce support, mais que j'évoque quand même à l'oral, vous verrez que le téléservice INSI vous retourne une balise qui s'appelle prénom, et qui peut assez facilement, quand on lit les textes rapidement, être mal interprété. Dans cette balise prénom,
C'est une sorte de prénom d'usage en fait connu par la CNAM qui est véhiculé et dont il ne faut pas tenir compte parce que ce prénom-là n'est pas le prénom officiel connu à l'état civil. Même chose sur les noms. Donc, sur les noms, vous avez vu qu'on avait 2 champs. Le nom de naissance, dont le recueil est obligatoire et qui peut provenir du téléservice CNSI ou être saisi en local par l'utilisateur. Et le nom utilisé, le nom porté dans la vie courante, dont le recueil est facultatif. Là aussi, pour la relation soignant-soigné. Sur le format des données, on a tenu à faire un petit tableau pour récapituler les différences qui peuvent exister entre les informations qui vont dès à présent être retournées par le téléservice CNSI et les informations qui peuvent exister dans les logiciels en vertu des règles d'identito-vigilance qui étaient appliquées jusqu'alors. Donc, vous le savez peut-être, mais à une époque, la DGOS a publié une instruction sur les modalités de saisie d'une identité. Et dans cette instruction, il y a un certain nombre de règles qui ont été remises en cause avec l'arrivée de l'INS, notamment sur les noms et prénoms de naissance. Du fait de cette instruction de 2013, on n'avait pas la possibilité de saisir des tirets et des apostrophes qui devaient être remplacés par des espaces. En l'occurrence, là, à l'état civil, les tirets et les apostrophes sont des données qui sont gérées et que donc le téléservice CNSI va renvoyer. Donc, c'est désormais important que les logiciels soient en capacité de chercher des tirets, de saisir des tirets et des apostrophes. Sur les prénoms de naissance, voilà, jusqu'à présent, seule la saisie du premier prénom de naissance était demandée. Là, désormais, en complément de ce premier prénom de naissance, on a la liste des prénoms qui va être retournée par INSI. Sur la date de naissance, on ne pouvait pas accepter des valeurs exceptionnelles jusqu'à présent, c'est-à-dire des valeurs, des jours de naissance qui ne seraient pas compris entre 1 et 31, des mois entre 1 et 12, etc. Là, sachez que le téléservice peut, de façon très exceptionnelle, retourner des valeurs avec des dates de naissance en 00, par exemple. Ces valeurs-là, on demande aux éditeurs de ne pas en tenir compte et de ne pas, du coup, rapatrier une identité qui comporterait ce type de date de naissance dans le retour du téléservice. Sur le sexe, dans les règles d'identito-vigilance, il est possible d'avoir un sexe indéterminé qu'on peut saisir dans les logiciels. Sachez cependant que INSI, lui, ne transmettra jamais de valeur I. C'est soit masculin, soit féminin, mais la valeur I ne peut pas provenir du téléservice INSI. Sur le lieu de naissance, l'habitude jusqu'à présent, c'était de saisir le lieu de naissance sous la base d'un code postal. Désormais, le code qui fait foi, c'est le code INSEE qui diffère du code postal. Un petit focus sur la recherche d'antériorité. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut désormais avoir des identités qui contiennent des tirets, des apostrophes à partir des retours du téléservice. Donc, il nous paraît très important que quand on fait une recherche d'identité, une recherche d'antériorité dans la base, celle-ci soit insensible à la présence ou à l'absence de tirets apostrophes. C'est-à-dire que si je prends mon exemple, j'ai un nom de famille avec un apostrophe, je suis probablement aujourd'hui enregistré avec un espace dans la base des professionnels de santé que j'ai pu consulter. Si on fait une recherche sur mon nom de famille en saisissant l'apostrophe, il faut qu'on puisse me retrouver version sans apostrophe dans les logiciels et vice-versa, bien sûr. De la même façon, puisqu'on a introduit des champs nom de naissance, nom utilisé, prénom de naissance, prénom utilisé, premier prénom, il faut qu'on puisse interroger lors d'une recherche d'antériorité sans distinction tous ces champs-là. Parce qu'on s'est rendu compte que les acteurs de santé avaient très souvent confondu les noms de naissance et les noms d'usage notamment. Et donc, il faut que quand on cherche une personne par son nom de naissance, on puisse retrouver qu'elle a déjà été enregistrée, mais en mettant ce nom-là dans le champ nom d'usage. Un dernier focus pour cette partie-là, sur l'accès aux données. Ça, c'est plutôt un petit focus, je dirais, sécurité, traçabilité des données. Il est évidemment important, en lien avec le RGPD notamment, que les accès à l'INS et au téléservice INSI soient tracés. L'INS, c'est comme les données de santé, finalement, c'est une donnée à caractère personnel, une donnée qui est en plus sensible. Et donc, de fait, on doit être capable de tracer qui a accédé à l'identité de l'usager en général et en particulier quand elle comporte l'INS. De la même façon, le téléservice INSI est un téléservice qui permet d'accéder à des données à caractère personnel et donc pour lequel on doit assurer une certaine traçabilité des accès.
Toujours en matière de sécurité, n'importe qui ne doit pas avoir accès à de la donnée de santé à caractère personnel. Donc, c'est valable aussi pour l'INS. Par conséquent, les logiciels doivent permettre à l'utilisateur de paramétrer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes qui ont vocation à accéder à l'INS et au téléservice INSI y accèdent effectivement. Alors, je fais une toute petite pause avant d'aborder la partie 3 sur les statuts d'identité pour savoir, notamment Benoît et Mickaël, s'il y a des questions dans le chat ou dans l'onglet questions qui méritent qu'on les évoque à l'oral ou pour lesquelles vous n'auriez pas encore répondu. Oui, peut-être là je finis sur une question qui est que faire des dates au format lunaire. Alors il y a deux choses, il y a les dates au format lunaire, donc ce qui est supérieur à 31 jours et supérieur à 12 mois. Donc ça, c'est pas renvoyé par le téléservice INSI, ou si jamais vous tombez sur ce cas-là, il s'agit d'une erreur. Par contre, sur certains patients n'ont pas ont des dates de naissance avec soit le jour qui n'est pas renseigné, le jour ou mois, donc où ça sera remplacé par des 00. Et dans ce cas-là, pour l'instant, on ne peut pas qualifier l'INS d'un patient qui a une date en 00, mais une évolution par l'assurance maladie sur le téléservice INSI qui arrivera à l'avenir permettra de se conformer aux règles du PMSI. C'est-à-dire que si la date est en 00 pour le jour, ça vous sera renvoyé 01. Si c'est 00 pour le jour et 00 pour le mois, ça sera 31-12. Voilà. Donc ça sera les règles du PMSI qui s'appliquent. Après, il y a plusieurs autres questions. Donc, quand vous parlez de traçabilité des appels INS, quelles sont les règles associées? Sur quelle durée les traces doivent être conservées? Tu veux que j'y réponde, Elsa? Vas-y, Benoît, je t'en prie. Alors, sur tout ce qui est traçabilité, la CNIL recommande de garder les traces d'une durée de 6 mois. Mais derrière, ça doit être, ce délai doit pouvoir être modifié par le responsable légal s'il le souhaite. Et je crois que si on veut conserver les données plus de 12 mois, il faut faire une notification CNIL ou un truc comme ça. Il y a pas mal de questions. Après, il y a aussi beaucoup de questions qui concernent la façon dont est utilisé le téléservice et je pense qu'on précisera certaines choses au fil de la présentation. Donc, on continue d'y répondre à l'écrit. On reviendra dessus à l'oral un peu plus tard. Alors, quid du client du fournisseur de la solution logicielle? Quelles sont les responsabilités entre fournisseur de la solution logicielle et le client en matière d'INS? Doit-on se mettre en rapport avec le fournisseur de la solution pour obtenir des garanties? Ah oui, pour moi, à partir du moment où vous utilisez où un client utilise le logiciel d'un de ses éditeurs comme sous-traitant, et que ce soit sur INS ou sur tout autre sujet d'ailleurs, vous devez normalement avoir un contrat, et dans ce contrat doivent être précisés entre autres les rôles et responsabilités des uns et des autres. Voilà. Nous, on n'est pas des experts, je vous avoue, sur la contractualisation entre un responsable de traitement et son sous-traitant, mais ce qui est valable dans le cadre du RGPD en général, l'est d'autant plus sur INS. Il n'y a rien de plus dans INS que ce qui est déjà demandé dans le cadre du RGPD finalement. Alors, je poursuis la présentation et puis on pourra s'arrêter à nouveau sur les questions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse. Là, on va s'intéresser au statut des identités. Donc, juste avant, on a vu comment on devait créer une identité dans un logiciel. Non, on a voulu attribuer un statut à ces identités. Donc, les identités, elles peuvent avoir quatre statuts dans un logiciel. Identité provisoire, identité récupérée, identité validée ou identité qualifiée. Là, on vous les a présentés dans l'ordre croissant, je dirais, de niveau de confiance attribué à ces identités. L'identité, par définition, par défaut, elle va être considérée comme une identité provisoire. Une identité provisoire, c'est une identité qui n'a pas été créée ou mise à jour sur la base du téléservice INSI. C'est une identité qui est créée à partir d'autre chose, une pièce d'identité, un document d'identité quelconque. Et l'identité provisoire, c'est aussi une identité pour laquelle on n'a pas pu vérifier un type d'identité à haut degré de confiance. Donc, l'identité provisoire, ça veut dire que non seulement on n'est pas très sûr de la façon dont elle doit être saisie dans le logiciel,
parce que ça ne vient pas directement des bases de l'état civil. Et d'autre part, on n'a pas pu confirmer la cohérence de cette identité numérique avec la personne qu'on prend effectivement en charge parce qu'il ne nous a pas présenté un justificatif d'identité à haut degré de confiance. Donc, c'est le plus bas niveau de confiance qu'on peut avoir sur une identité. L'identité récupérée, c'est un peu mieux. C'est une identité dont on est globalement sûr des traits qui la composent, parce qu'on a récupéré cette identité à partir du téléservice INSI et on sait qu'elle est conforme aux bases de référence. Mais en l'absence de présentation d'un type d'identité à haut degré de confiance par l'usager, on n'est pas complètement sûr de la cohérence de cette identité numérique avec la personne physique qu'on prend en charge. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais par dispositif d'identité à haut degré de confiance, on entend essentiellement la carte nationale d'identité, le passeport, un titre de séjour permanent. Et je pense dans le futur, on parlera aussi de tous les dispositifs d'identification électronique qui sont de niveau EDAS substantiel. L'identité validée, c'est l'inverse de l'identité récupérée, c'est-à-dire que autant on est bien sûr de la cohérence entre l'identité numérique et la personne physique qu'on prend en charge, autant cette identité, elle n'a pas pu faire appel au téléservice INSI, et donc elle est saisie sur la base d'un document d'identité, mais on n'est pas sûr que ce soit le reflet parfait de ce qu'il y a dans les bases de l'état civil. L'identité qualifiée, c'est l'identité qui a le plus haut degré de confiance, parce que là, on a à la fois créé cette identité sur la base des retours d'INSI, mais en plus, on a eu ce justificatif à haut degré de confiance qui nous permet de sécuriser le lien entre l'identité numérique et la personne physique. Au-delà de ces 4 statuts d'identité, on a des attributs qui viennent les compléter. Ces attributs, ça nous permet de toper finalement une identité qui a certaines caractéristiques. Une identité pour laquelle, par exemple, on suspecte une usurpation d'identité ou une identité pour laquelle on a un doute, on n'est pas sûr que l'usager nous ait décliné la bonne identité, on va pouvoir la toper comme une identité douteuse. De la même façon, on est parfois amené dans les structures de santé à créer des identités fictives. Par exemple, quand il y a un accouchement sous X, quand on a un VIP qui est hospitalisé, qui ne veut pas que son identité soit dévoilée, on peut créer des identités fictives, auquel cas, ça nous paraît important de pouvoir les toper par cet attribut identité fictive. De la même façon, on peut vouloir toper des identités qui se ressemblent très fortement dans un système d'information et les toper comme étant des homonymes pour éviter des erreurs à l'avenir quand des personnes ont les mêmes noms, mêmes prénoms, des dates de naissance qui se ressemblent, par exemple. Alors, si on a mis en place des statuts et des attributs qui sont associés à l'identité, c'est bien évidemment parce qu'il y a derrière des règles de gestion un petit peu différentes qui s'appliquent. La règle de gestion fondamentale à avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas diffuser une identité nationale de santé, et en particulier un matricule INS et puis son OID, si l'identité a un statut inférieur à identité qualifiée. Quand l'identité est qualifiée, aucun problème à faire apparaître sur la donnée de santé le matricule INS, donc le numéro et l'identifiant technique, l'OID qui va avec. En revanche, si l'identité n'est pas qualifiée, il ne faut absolument pas véhiculer ce matricule INS. De la même façon, quand on a une identité qui est récupérée ou qualifiée, c'est-à-dire une identité qui provient des bases de référence par l'intermédiaire du téléservice, il ne faut pas pouvoir la retoucher, la modifier, pour éviter effectivement de dégrader cette identité qui est pourtant propre et conforme aux bases de référence. Donc, sauf habilitation spécifique pour un super utilisateur, on pense notamment aux cellules d'identité-vigilance dans les établissements, une INS qualifiée ou récupérée ne doit pas pouvoir être modifiée. Au niveau de ces très strict en tout cas. Et si jamais il y avait une modification sur cette identité par un super utilisateur, une habilitation spécifique dont on parlait juste avant, auquel cas il faut dégrader l'identité, c'est-à-dire qu'il faut invalider ou supprimer le matricule INS qui était associé à cette identité. Il faut que cette identité passe au statut inférieur. Si c'était une identité qualifiée, elle va passer par exemple au niveau validé. Et propager les modifications si jamais cette identité elle est diffusée vers d'autres systèmes d'information dans l'établissement de santé en particulier. Ensuite, on voulait faire un petit point sur la transitivité du statut qualifié. Donc, je disais juste avant qu'une identité, quand elle est qualifiée, on va pouvoir véhiculer son INS. Maintenant, voyons ce qui se passe quand vous recevez finalement une donnée de santé avec l'INS, selon les cas de figure. Donc, si vous recevez une identité avec l'INS qui provient de votre domaine d'identification,
Donc, par exemple, le logiciel de dossier patient qui reçoit une INS en provenance du logiciel de gestion administrative des patients dans un hôpital, on est au sein du même domaine d'identification, auquel cas, il n'y a pas besoin de requalifier l'INS, donc de refaire appel au téléservice ou de revérifier l'identité de l'usager. On va pouvoir intégrer la donnée l'identité telle qu'elle, sans autre procédure, sans autre action particulière. Petite exception, c'est s'il y a une ressaisie, c'est-à-dire que si cette identité elle est transmise non pas par flux informatique, mais que c'est un agent qui, sur la base d'un bout de papier, ressaisit dans le logiciel l'INS, il y a des risques de saisie, auquel cas, pour sécuriser la collecte de l'identité, là, il va falloir la requalifier. Si on est sur des échanges ou de la réception d'une identité en provenance d'un autre domaine d'identification, d'un domaine d'identification différent, par exemple un médecin de ville qui reçoit le compte-rendu d'un hôpital avec l'INS dessus, là, sauf rares exceptions, le récepteur va devoir lui aussi à son niveau requalifier l'identité. Donc le médecin de ville, dans ce cas-là, va devoir lui aussi vérifier l'identité de l'usager quand il le prendra en charge et faire appel au téléservice INSI pour sécuriser l'identité qu'il a reçue de la part de l'hôpital. Le principe, c'est de ne jamais faire confiance à celui qui nous a transmis une identité. Il y a une exception, il y a plusieurs exceptions, elles sont toutes décrites dans le référentiel national d'identito-vigilance, mais pour vous donner un exemple, c'est le cas de la sous-traitance. C'est vrai que pour certains examens de biologie, par exemple, on fait appel à un laboratoire sous-traitant qui ne verra jamais le patient. Donc là, lui, par définition, il ne pourra jamais requalifier l'identité. Et on part du principe que s'il a un contrat de confiance avec l'émetteur, ils ont contractualisé ensemble pour dire que les identités transmises par l'émetteur sont de bonne qualité, alors lui va pouvoir considérer l'identité comme qualifiée dans son logiciel. Mais ça fait partie des rares exceptions où on peut s'abstenir de cette requalification de l'identité. Elsa, il y a juste une question du coup. Je te laisse y répondre. Nous devons laisser le choix au médecin de modifier les dispositifs d'identité et de rajouter de nouveaux justificatifs plus niveau de confiance. À quoi sert le fait de pouvoir rajouter un dispositif avec un niveau de confiance faible? Parce qu'il n'y a pas d'usage pour valider l'identité. Alors, effectivement, vous allez devoir gérer des dispositifs et des degrés de confiance associés. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que dans le logiciel, il y ait une forme de table de paramétrage ou autre. Vous allez pouvoir dire que parmi les dispositifs d'identité que vous acceptez, il y a la carte nationale d'identité, que celle-là, elle a un haut degré de confiance, il y a le passeport, haut degré de confiance, etc. Nous, ça nous paraît assez important qu'il y ait la possibilité aussi de saisir des dispositifs à bas degré de confiance, carte vitale, j'ai présenté ma facture EDF, j'en sais rien. Parce que notamment dans certains contextes comme les établissements de santé, ça peut être important de savoir sur la base de quel justificatif l'identité a été créée. Donc après, avoir le degré de finesse du paramétrage de cette table, hein, on pourrait imaginer, vous n'êtes peut-être pas obligé de rentrer dans un grand niveau de détail pour paramétrer la liste des justificatifs à bas degré de confiance. Hein. Ça, c'est laissé à votre main. Nous, ce qu'on dit juste dans le guide d'implémentation, c'est que vous devez avoir cette possibilité de paramétrage. Et à minima, effectivement, il faut pouvoir ajouter les pièces à haut degré de confiance pour identifier quelle pièce a permis d'identifier quel usager. Et il y a une autre question aussi à laquelle on n'aura pas la réponse et qui n'est pas forcément dans le périmètre de l'INS. J'avoue ne pas trop savoir en plus vers qui nous tourner pour pouvoir y répondre. La question, c'est la suivante. Est-ce que le nom utilisé peut supporter le sujet de la synonymisation pour l'archivage courant? Alors, je suis désolée, je ne saurais pas non plus répondre à votre question. Ce qu'on pourra faire, c'est de toute façon, je pense qu'à la fin de ce webinaire, on vous mettra les adresses auxquelles vous pouvez nous contacter. Et là, ça vaut peut-être le coup d'avoir un petit échange en dehors de ce webinaire pour qu'on analyse un peu plus en détail cette question. Alors, je vais passer à la partie 4, récupérer l'INS grâce au téléservice INSI. Alors, avant de passer la parole à Michael qui vous présentera tout ce que le GIE Cédam Vital met à votre disposition pour intégrer le téléservice INSI, je fais un bref rappel sur l'opération de récupération d'INSI. L'objectif de cette opération, c'est de pouvoir récupérer l'INS d'un usager, soit pour créer une identité si on a affaire à un patient qu'on ne prenait pas en charge jusqu'à présent,
ou pour mettre à jour son identité si on avait déjà collecté son identité lors d'une précédente prise en charge, mais qu'on veut la mettre à jour avec l'INS. Cet appel, il va être nécessaire si on n'a pas d'ores et déjà récupéré, évidemment, l'INS. Donc, si vous avez des identités qui sont au statut récupéré ou qualifié, l'appel au téléservice n'est plus nécessaire. L'appel au téléservice INSI pour la partie récupération est réservé au logiciel référentiel d'identité, c'est-à-dire au logiciel qui crée ou qui permet de la création-modification d'identité. Les logiciels dits esclaves qui se contentent, entre guillemets, de réceptionner une identité n'ont pas à aller appeler ce téléservice de récupération. L'appel à la récupération d'INSI, ça peut se faire dans plusieurs contextes d'usage. L'appel à INSI peut se faire en présence du patient. Il est à l'accueil administratif, par exemple dans un hôpital ou ailleurs. On peut appeler INSI au moment où on a le patient face à nous. Mais on peut aussi imaginer d'appeler INSI en amont de la venue, par exemple lorsqu'on fait des préadmissions, qu'on prépare l'entrée de l'usager. On peut appeler INSI la veille, l'avant-veille, 3 jours avant, etc. De la même façon, on peut appeler INSI en dehors de la présence du patient si on a si on crée l'identité en fait à partir d'informations transmises par un tiers. Par exemple, en télémédecine, si je suis l'expert requis, le professionnel requis, je peux être amené à appeler INSI au moment où je procède à la télé-expertise sur la base des données que le professionnel requérant m'aura transmises. Donc, on peut imaginer ces contextes d'usage. La liste n'est probablement pas exhaustive. L'opération de récupération d'INSI, pour l'instant, elle est disponible et on peut s'identifier électroniquement pour appeler INSI uniquement par carte CPX nominative. Mais d'ici quelques jours, vous pourrez aussi accéder par certificat logiciel à condition d'utiliser le certificat logiciel d'un acteur du monde de la santé. Donc, par exemple, un établissement de santé aujourd'hui peut appeler INSI en utilisant les CPE nominatives mises à disposition des agents qui sont par exemple qui assurent l'accueil des usagers. D'ici quelques jours, l'établissement pourra utiliser aussi son certificat logiciel d'établissement de santé pour appeler le téléservice INSI par certificat logiciel. Normalement, cette modalité d'identification aurait dû être disponible la semaine dernière. Voilà, on a eu un petit contretemps, mais c'est une question de jours avant que ça soit mis en production. Pour appeler l'opération de récupération d'INSI, il y a 2 modalités possibles. L'appel par carte vitale ou l'appel par trait. C'est-à-dire que vous pouvez appeler INSI soit en insérant la carte vitale de l'usager dans le lecteur, soit en réutilisant le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de l'usager tels que vous les avez saisis dans votre logiciel. Les données en entrée pour appeler le téléservice, alors elles dépendent de si l'appel est fait par carte vitale ou par trait. Donc, vous avez dans le tableau les données qui sont in fine utilisées quand on appelle par carte vitale en tâche de fond. C'est le NIR individu, la date de naissance et le rang. Parfois, le nom de naissance peut être utile aussi pour cet appel par carte vitale. Et l'appel par trait, je vous le disais à l'instant, nom de naissance, un des prénoms de naissance, date de naissance, sexe et code-lieu de naissance, qui est facultatif. En sortie, le téléservice va pouvoir apporter 3 réponses. La première réponse, ça va être « J'ai trouvé une seule et unique identité pour cet usager ». Il va vous retourner l'identité, le matricule INS, la date de naissance, le sexe, le nom, prénom, etc. Soit le téléservice peut aussi vous dire « J'ai trouvé aucune identité qui correspond à cet usager ». Ou alors, il va pouvoir vous dire « J'ai trouvé plusieurs identités qui correspondent à cet usager ». Sous-entendu, il faut que vous affiniez votre recherche. Je te passe la main, Michael, pour détailler un peu plus ce que propose le GIE Sésame Vital pour les éditeurs. Merci Elsa. Donc en effet, vous retrouverez sur notre espace industriel l'ensemble de la documentation technique qui va vous permettre d'implémenter l'appel au téléservice. Donc spécifiquement dans l'encart INSI, vous allez retrouver le package documentaire avec des requêtes exemples pour les différentes opérations, le guide d'intégration en version 4.0 qui intègre l'authentification par certificat logiciel qu'on appelle aussi authentification TLS mutuelle. Vous pouvez commencer les démarches auprès du CNDA pour vous faire autoriser. Vous pouvez même obtenir l'autorisation sur cette modalité d'appel. Et par contre, comme l'a dit Elsa, le service n'est pas encore ouvert en production sur cette modalité. Voilà, on attend avec impatience son ouverture.
Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer les démarches auprès du CNDA. Et puis, vous retrouverez aussi le WSDL du téléservice. Autre point, dans ce package documentaire, vous allez retrouver aussi des codes exemples en Java et en .NET spécifiques pour l'appel au téléservice INSI. Voilà, le slide n'est pas tout à fait à jour, c'est-à-dire qu'avant, on mettait à disposition des codes exemples génériques pour la génération de l'insertion. Là, aujourd'hui, vous allez retrouver des codes exemples spécifiques à l'appel à INSI. Donc, on a intégré un appel en recherche par trait d'identité avec la carte vitale, et il y a aussi des exemples d'appels en TLS mutuel. Et bien sûr, étant donné que le téléservice s'appuie sur... que le téléservice est proposé par la CNAM, il s'appuie sur le cadre d'interopérabilité des TLSI AMO. Donc si vous avez déjà développé des appels à certains téléservices, c'est exactement le même cadre. Et si vous avez un problème pour accéder à cet espace, une seule adresse, diffusion@sesam-vital.fr. Petit rappel pour la partie développement, pour bien vous situer dans les différentes documentations. Donc toute la partie header du flux. Donc on est sur la technologie SOAP en version 1.2. La partie header du flux, vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir l'implémenter dans le cadre d'interopérabilité des TLSI AMO. Et puis la partie body, elle, vous allez retrouver des informations pour l'implémenter dans le guide d'intégration. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, on vous met à disposition les WSDL, donc vous allez pouvoir les utiliser pour générer de façon plus simple les requêtes, et puis aussi générer les classes pour récupérer plus facilement les retours du téléservice. Voilà, donc je vous ai remis un petit peu ici en perspective les différents documents qui vont pouvoir vous être utiles. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir appeler le téléservice. Donc un environnement de test est dédié au CNDA. Donc vous allez signer une convention avec le CNDA pour récupérer un numéro d'autorisation de test. Et ensuite, le CNDA procédera à différents tests. Et si vos tests sont concluants, il vous délivrera un numéro d'autorisation pour pouvoir appeler le téléservice en production. J'ajoute un point, quand vous allez vous présenter au CNDA, que ce soit les différents modes d'authentification, donc par CPS ou par authentification mutuelle, et de l'autre côté les opérations, vous pouvez mixer ces différents points comme vous le souhaitez. Ça va surtout dépendre de vos cas d'usage, mais vous pouvez, je vais dire n'importe quoi, développer l'appel par CPX pour une seule opération si vous le souhaitez. Voilà. Tout est ouvert, c'est à la carte côté CNDA. Si vous avez des soucis, Benoît vous a remis l'adresse. Alors, c'est vrai pour l'intégration du téléservice INSI, mais c'est aussi vrai pour l'implémentation du référentiel INS. Le centre de service est là pour répondre à vos questions, donc que ce soit par téléphone ou sur l'adresse mail habituelle du centre de service, donc centre-2-service@sesam-vital.fr. Et c'est tout pour ma partie. N'hésitez pas à poser des questions. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël. Je réponds à une question, je le fais à l'oral tout en le faisant à l'écrit. Doit-on stocker une copie du justificatif dans le logiciel pour justifier de la vérification de l'INS? Alors non, vous n'avez pas d'obligation de conserver un scan, par exemple, de la pièce d'identité de l'usager dans votre logiciel. C'est une possibilité, c'est autorisé de le faire. D'ailleurs, si c'est autorisé, vous verrez, on a précisé dans le guide d'implémentation qu'il y a certaines précautions à prendre quand on stocke des pièces d'identité. C'est la CNIL qui nous a donné ces informations, notamment des précautions à prendre en termes de cryptage et de durée de conservation, mais il n'est pas obligatoire de stocker la pièce d'identité pour justifier de la vérification de l'INS.
Alors maintenant, donc, on passe à la partie implémentation de l'opération de récupération d'INSI. Alors là, on a essayé de dresser, mais de façon assez succincte, le workflow dans lequel s'intègre cette opération de récupération d'INSI. Donc, première étape, l'appel au téléservice. Donc, cet appel au téléservice pour la partie récupération, on imagine qu'il puisse être lancé pour un usager sur action de l'utilisateur. Donc, on imagine que l'agent, par exemple, en charge de l'accueil de l'usager puisse lancer manuellement, on va dire, un appel au téléservice INSI. Mais on imagine aussi que cet appel au téléservice puisse être lancé pour plusieurs usagers, pour un ensemble de dossiers sur la base d'une liste de travail. Donc, on serait dans une logique de recherche séquentielle. Par exemple, je recherche tour à tour, j'appelle INSI tour à tour pour les 25 usagers attendus demain en hospitalisation, par exemple. Donc, dans le guide d'implémentation, en tout cas, on imagine ces deux façons d'appeler le téléservice INSI. Une fois qu'on a appelé le téléservice INSI, je le disais un petit peu plus tôt dans la présentation, il faut bien tracer les appels au téléservice. C'est important d'assurer cette traçabilité. Donc, vous devez tracer tout appel au téléservice et vous devez tracer également ce que le téléservice vous a répondu. Soit il vous a répondu une seule et unique identité trouvée, ce qu'on appelle le retour 00, et auquel cas vous devez en plus stocker l'image du retour du téléservice, donc quel est le matricule qu'il vous a retourné, quels sont les noms qu'il vous a retournés, etc. S'il vous répond aucune identité trouvée ou plusieurs identités trouvées, ce qui correspond au retour 01 ou 02, vous devez aussi tracer cette information. Une fois que le téléservice vous a répondu, ce qu'on imagine en termes d'affichage du retour INSI, ce qui est préconisé, c'est que quel que soit le retour du téléservice, il y ait une fenêtre affichée à l'utilisateur lui disant ce que le téléservice retourne pour cette identité, en mettant en évidence les différences qui pourraient exister avec l'identité présente dans le logiciel. Par exemple, si le téléservice retourne une identité avec un tiret, un apostrophe, là où ce tiret, cet apostrophe n'existait pas dans le logiciel à l'origine, ce qu'on propose et ce qu'on préconise à l'éditeur, c'est que on ait les deux identités qui apparaissent avec la différence mise en couleur, en surbrillance ou autre, pour que l'utilisateur sache qu'est-ce qui diffère entre les deux identités et puisse faire le choix de mettre à jour les traits qu'il avait dans son logiciel par ceux retournés par le téléservice, ou au contraire, s'il estime que la divergence est trop importante et qu'il y a un risque de confusion entre plusieurs usagers, de ne pas utiliser le retour du téléservice dans ce cas-là. Et c'est un peu le sens de cette quatrième étape, l'étape qu'on a appelée alimentation de l'identité. Donc, quand le téléservice nous a retourné une identité, on imagine que l'utilisateur puisse valider sur une action volontaire le fait de mettre à jour l'identité dans son logiciel à partir d'INSI. Mais on peut aussi imaginer un certain nombre d'automatismes. On pourrait imaginer, par exemple, qu'en tant qu'éditeur, vous calculiez un taux de ressemblance et que si le taux est supérieur à un certain chiffre, vous puissiez automatiquement mettre à jour l'identité de l'usager sans faire appel à un OK de l'utilisateur ou à un clic de l'utilisateur. On arrive ensuite sur la partie diffusion de l'INS. Donc là, on a récupéré l'INS, on doit désormais le diffuser. Alors déjà, précision sur les données à diffuser, parce que vous avez vu les données d'identité qu'on peut recueillir pour un usager, il peut y avoir quand même un paquet de traits d'identité. Quels sont ceux qui sont vraiment obligatoires à être diffusés sur une donnée de santé, quel que soit son format? Si on a affaire à une identité qui est au statut récupéré, qui est au statut qualifié, pardon, on doit véhiculer le matricule INS suivi de sa nature. C'est vrai qu'on s'est dit que ce n'était pas forcément opportun dans certains cas de véhiculer l'OID avec tous les chiffres, la série d'une quinzaine de chiffres qui composent l'OID. Cet OID peut être transcrit par est-ce que c'est un NIR ou est-ce que c'est un numéro provisoire, un NIA, entre parenthèses, après le matricule INS. Le nom de naissance de l'usager, bien sûr, c'est une donnée qui doit apparaître sur toute donnée de santé. Le premier prénom de naissance doit également apparaître, la date de naissance et le sexe. Le fait d'afficher tous les prénoms, c'est-à-dire que si l'usager a plusieurs prénoms de naissance, on n'est pas obligé de tous les mettre dans la donnée de santé. Et de la même façon, le code du lieu de naissance, bien sûr, c'est mieux de le véhiculer si on l'a, mais ça reste facultatif. Alors, comment va être diffusé l'INS? Donc, deux grandes familles de possibilités. On peut diffuser l'INS sous un format informatisé, et auquel cas, il faut respecter les standards d'interopérabilité en vigueur. Les standards d'interopérabilité qui supportent l'INS sont décrits dans ce qu'on a appelé l'annexe INS au CESIS, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Donc, vous retrouverez dans ce document la façon de véhiculer l'INS en fonction des différents standards que vous utilisez.
Si jamais la donnée de santé a la vocation à être imprimée, vous devez véhiculer l'identité nationale de santé en clair. Donc là, par exemple, on vous a proposé ce qu'on a appelé un bloc-marque, un exemple de la façon dont vous pouvez formaliser les choses sur la donnée de santé. Libre à vous de le refaire différemment, le mettre en plus petit, d'utiliser d'autres couleurs. Enfin voilà, ça c'est complètement libre. Et en complément de cette identité en clair, vous devez aussi la diffuser sous la forme d'un data matrix. Alors je dirais que j'ai pas mis le support à jour. Ah si, pardon. La spécification qui était en cours de publication à l'époque, elle est désormais en ligne sur la façon de réaliser ce data matrix. Sachant que dans pas très longtemps, on pourra vous proposer aussi un petit module en ligne pour vous permettre de tester la façon dont vous avez constitué le data matrix pour que vous puissiez tester qu'il est conforme à la spécification. Dernière étape de la présentation, vérifier l'INS grâce au téléservice INSI. Donc là, on est plutôt on fait appel à la deuxième opération du téléservice INSI qui est la vérification. Alors, pour présenter cette opération de vérification, donc son objectif, c'est s'assurer de la cohérence d'une INS dont on dispose avec ce qui existe dans les bases de référence. Par exemple, on a récolté des INS au fur et à mesure de la prise en charge des usagers. Donc, on a tout un stock d'INS dans son logiciel. On veut vérifier que ces INS n'ont pas bougé, qu'elles sont toujours conformes à ce qui existe dans l'état civil, auquel cas on va pouvoir faire appel pour cela à l'opération de vérification. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des identités qui évoluent? C'est censé être très rare, mais ça va exister quand même. On a des usagers qui changent de sexe, on a des gens qui peuvent être amenés à changer assez rarement de nom de naissance ou de prénom de naissance. Donc, ça peut faire bouger évidemment l'INS. Pour un étranger qui était en cours d'immatriculation et qui bénéficiait d'un numéro provisoire pour son matricule INS, il aura un numéro définitif une fois que l'immatriculation sera faite. Donc, pour ces raisons-là notamment, on peut avoir des changements dans l'identité de l'usager, même si l'INS est censé être quand même globalement très pérenne. C'est pour ça que c'est important de faire régulièrement la vérification des identités qu'on a dans son référentiel. Quand je dis régulièrement, le référentiel INS impose de faire cette vérification tous les 5 ans. On peut le faire plus souvent si on veut, mais à minima, il faut le faire tous les 5 ans. Autre contexte d'usage pour utiliser cette opération de vérification, c'est vérifier l'identité qu'un tiers nous a transmise. On en parlait tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas faire confiance à l'identité transmise par un autre acteur de santé, qu'il faut, sauf rares exceptions, la requalifier. Et pour la requalifier, on peut notamment faire appel à l'opération de vérification qui va nous dire si ce que nous a transmis l'acteur de santé en amont est conforme aux bases de référence ou pas. L'opération de vérification, même chose que pour la récupération. Aujourd'hui, elle est accessible uniquement par CPX nominative, mais pareil, dans les jours à venir, on attend la possibilité d'utiliser un certificat logiciel, toujours le certificat logiciel de la structure ou du professionnel qui prend en charge l'usager. L'appel à la vérification, on peut le faire en mode unitaire ou en masse. Donc, on peut faire des appels un à un ou on peut faire un traitement batch avec plusieurs identités pour lesquelles on demande la vérification. La donnée en entrée, ça va être l'INS, donc le matricule INS, l'OID, nom, prénom, date de naissance, etc. etc. On va mettre tout ça en entrée. Et en sortie, le téléservice va se contenter par contre de nous répondre est-ce que c'est OK, toujours conforme aux bases de référence, ou KO, il existe une différence, quelle qu'elle soit, avec des bases de référence. Alors voilà comment on imagine un peu là aussi la cinématique d'usage de cette opération de vérification du téléservice. Et là, c'est valable pour tous les logiciels. Admettons, je reçois une donnée de santé je reçois une identité, par exemple, sur une donnée de santé avec l'INS, auquel cas, on peut imaginer un appel au téléservice INSI à la vérification en automatique pour éviter qu'on ait évidemment à cliquer à chaque fois sur « j'appelle » l'opération de vérification à chaque fois qu'on reçoit une donnée de santé. Donc, on imagine vraiment cet appel automatique à la vérification dans les logiciels. Comme pour la récupération, la traçabilité est nécessaire. On doit tracer tout appel à l'opération de vérification d'INSI ainsi que le retour. Est-ce qu'il a répondu OK ou KO? Quant à la gestion, qu'est-ce qu'on fait du retour d'INSI? Si on a un retour OK, auquel cas, si on a reçu une donnée de santé qui comportait l'INS, on peut intégrer automatiquement la donnée de santé dans le dossier de l'usager.
Et éventuellement, si on est en plus référentiel d'identité, on peut imaginer créer ou mettre à jour l'identité de l'usager avec ce que nous a envoyé l'émetteur. Si on a un retour KO, par contre, si le téléservice nous alerte sur une incohérence entre l'INS transmise et les bases de référence, il ne faut pas intégrer automatiquement la donnée de santé. Et il faut générer un message d'alerte à l'utilisateur qui pourra ensuite aller essayer de comprendre ce qui explique le retour KO du téléservice. Et si en plus on est référentiel d'identité et qu'on a un retour KO, il ne faut pas mettre à jour son identité avec le matricule INS et l'OID transmis par l'émetteur. Pour les logiciels référentiels d'identité, donc là, quand on est plutôt dans la logique de vérifier ces bases, de vérifier le stock d'identité qu'on a en base, là, ce qu'on s'est dit pour l'appel, c'est qu'il fallait imaginer deux modalités d'appel, soit la possibilité de faire un appel en masse pour pouvoir balayer sa base, donc pouvoir dire, par exemple, j'appelle l'opération de vérification pour toutes les identités créées il y a 4 ans, où je passe en revue ma base en commençant par les identités dont les noms de famille commencent par la lettre A. Enfin bref, il faut que vous proposiez en tout cas à vos clients de paramétrer la façon dont on peut lancer des appels de vérification en masse de la base. Et on a aussi demandé, et préconisé aux éditeurs de proposer des appels automatiques pour certains types d'usagers dont on sait qu'ils sont susceptibles de changer d'identité dans les bases de référence. Et là, en particulier, on pense aux usagers qui ont un matricule INS provisoire, c'est les étrangers qui sont en cours d'immatriculation. On sait que c'est qu'une question de semaines, peut-être de quelques mois, avant que leur INS devienne définitive, et auquel cas, on vous propose de rappeler très régulièrement le téléservice de vérification jusqu'à ce que vous obteniez finalement une identité définitive pour ce type d'usager. Je ne reviens pas sur la traçabilité, c'est la même règle, il faut tracer tous les appels au téléservice. Et là, sur la gestion des retours, quand on a un KO sur une identité qu'on a dans notre base qui nous fait comprendre qu'elle n'est plus d'actualité, il faut automatiquement rétrograder le statut de l'identité et invalider le matricule INS et l'OID qui sont associés. Et bien sûr, si on a un retour OK, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème et donc pas d'action particulière à mener. Avant d'arriver à la partie conclusion et questionnaire de satisfaction, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur lesquelles on peut revenir. Il y a plusieurs questions. Je suis en train de répondre sur la dernière de Benoît Guégan. Par contre, il y a quelques questions juste avant sur lesquelles je n'ai pas répondu. La première, notre logiciel en mode SaaS, accessible via le web, permettant aux médecins de saisir les traits d'identité du patient via saisie manuelle ou lecture de carte vitale. Notre serveur HDS est-il éligible à l'obtention d'un certificat permettant l'usage du téléservice pour l'obtention de l'INS? Le micro. Oui, les certificats en fait qui vont permettre aujourd'hui, en tout cas, d'appeler le téléservice CNSI, ça doit bien être un certificat d'acteur du monde de la santé. Donc, je prenais l'exemple d'un établissement de santé, ça sera le certificat de l'établissement de santé. Ça ne peut pas être votre certificat éditeur qui appelle le téléservice CNSI pour le compte du médecin, par exemple. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec le ministère de la Santé et la CNIL, où on va essayer de voir si on peut proposer une modalité qui permettrait à l'éditeur d'utiliser son propre certificat logiciel pour appeler le téléservice pour le compte de ses professionnels. Mais on en attend de savoir si, ça sera autorisé par la CNIL, et deux, quelle traçabilité va nous être demandée pour qu'on puisse revenir aux personnes à l'origine de l'appel. Donc ça, tant que cette réflexion-là n'est pas tranchée, n'est pas aboutie, cette identification électronique par certificat logiciel de l'éditeur n'est pas possible. Et on espère avoir tous les éléments, en tout cas en fin d'année. Alors, il y a une question qui est: la gestion des 2 téléservices de vérification unitaire et de vérification en masse est nécessaire pour le référencement. J'imagine qu'on parle du référencement Ségur. Alors, c'est variable selon les DSR. Donc là, je vous invite vraiment à regarder le dossier de spécification de référencement qui précise à chaque fois quelle est l'opération du téléservice qui est requise pour être référencé Ségur.
Et après, il faut que je remonte le fil. J'ai vu qu'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Est-ce que des organismes comme la CAF vont devoir appliquer aussi les règles de l'INS? En effet, en tant qu'éditeur dans le secteur du médico-social, nous récupérons des fichiers de la CAF pour intégration et il y a souvent des problèmes sur les identités. Là, je ne saurais pas répondre pour la CAF en particulier, mais c'est vrai que nous, l'idée, c'est que tous les acteurs du monde de la santé progressivement utilisent l'INS. Donc, par exemple, pour donner un autre exemple que je connais mieux, je crois que l'assurance maladie, par exemple, envoie des courriers pour des dépistages aux usagers. C'est vrai que nous, l'idée, c'est qu'à terme, sur ces courriers envoyés par l'assurance maladie, par exemple, l'INS apparaisse nativement dans les formulaires qui servent à faire ces dépistages. Pour la CAF, il faudrait qu'on revoie, parce que du coup, on n'est pas tout à fait dans le monde de la santé, et je ne sais pas comment la CAF est considérée par rapport à ça. Alors, elle a du coup plusieurs questions sur les certificats. Un certificat sera-t-il nécessaire pour le client utilisateur d'une solution logicielle référençant des données de santé? Alors, pas nécessairement. Enfin, il y a deux modalités. Il faudra au moins l'une des deux, qui est soit la carte CPS nominative, donc à savoir la carte CPS professionnel de santé, CPE employé ou CPF carte de professionnel en formation, ou le certificat serveur. Voilà, il faudra une des deux modalités d'identification électronique. Et sachez qu'en parallèle, on travaille aussi avec la CNAM pour permettre à terme une identification électronique par ProSanté Connect et ICPS. Mais c'est vrai qu'on n'a aujourd'hui pas de date à laquelle d'échéance en fait, à laquelle le téléservice permettra cette identification électronique. Mais c'est aussi dans nos travaux, dans notre roadmap. Alors, selon la réponse de ce que nous comprenons, en tant qu'éditeur de plateforme d'orientation de patients, nous ne pouvons pas prétendre à l'interrogation du téléservice par notre logiciel. J'imagine que c'est par certificat serveur. En effet, par certificat serveur, pour l'instant, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de certificat serveur délivré pour les sous-traitants et donc pour les éditeurs. Même si voilà, ESA a rappelé que les travaux étaient en cours, mais en effet, on ne sait pas s'ils vont aboutir. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui est de lire la donnée de la carte vitale sans possibilité de répondre aux exigences de la feuille de route pour l'instant. Oui, j'imagine que ça fait référence au même point. Y a-t-il un délai pour cette mise en place? Alors, je ne sais pas de quelle mise en place on parle. Si c'est pour la mise en place de l'INS, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais les textes réglementaires indiquent que normalement, toute donnée de santé doit être référencée avec l'INS au 1er janvier 2021, donc au 1er janvier de cette année. On sait qu'on est... c'est évidemment pas le cas aujourd'hui, mais l'objectif, c'est que la mise en place de l'INS à travers toutes les actions qu'on mène là auprès des éditeurs, que ce soit ces actions d'accompagnement webinaire, etc., le Ségur de la santé. On mène aussi beaucoup d'actions de communication auprès des professionnels de santé, des structures de santé, avec l'aide des régions, avec l'aide du réseau de l'assurance maladie aussi. Donc pour nous, l'idée, c'est qu'à horizon 1 an ou 2, cet usage de l'INS soit vraiment ancré dans les pratiques quotidiennes, même si ce n'est pas tout à fait conforme avec ce qui est marqué dans les textes réglementaires vis-à-vis de la date du 1er janvier de cette année. Alors, les compensations financières APL, AAH sont des éléments du dossier au sens des exigences du Ségur via le RESA et la phase de référencement. C'est possible, j'avoue que je maîtrise un peu moins le périmètre exact des données de santé sur le périmètre médico-social. Alors, comment l'éditeur peut-il s'assurer que les données de ses clients soient vérifiées tous les 5 ans s'il n'a pas la possibilité de faire ses appels à INSI? Les appels à INSI, il y a plusieurs modalités d'identification possibles, comme le rappelait Benoît. C'est vrai qu'il y a la CPX, le certificat logiciel, à condition d'utiliser le certificat logiciel de son client. Demain, il y aura ProSanté Connect et ICPS, et on a quand même bon espoir que toutes ces modalités d'authentification, tous ces sujets-là, soient réglés bien avant l'échéance des 5 ans. C'est-à-dire que les gens qui récupèrent des INS aujourd'hui devront, selon la loi, les vérifier au moins d'ici 5 ans, ce qui nous laisse quand même le temps d'avancer ces différents travaux et de lever ces points de blocage qu'on connaît aujourd'hui. ProSanté Connect est nécessaire pour le référencement Ségur médecins libéraux. Il faudrait regarder dans le DSR, mais il me semble que oui. Oui, alors je ne sais plus, à revoir dans le DSR, en effet.
Alors, les OCAM sont-elles impactées par l'INS? J'avoue ne pas savoir ce qu'est les OCAM. Je ne sais pas si toi, Elsa, tu sais. Les organismes de complémentaires, mutuelles, instituts de prévoyance, etc., je pense. Non, il n'y a pas de... Comment dire ces acteurs-là, ils interviennent plutôt dans le circuit de facturation aujourd'hui, en fait, plus que dans le circuit de référencement des données de santé. Et ça me permet, en fait, votre question me permet de repréciser peut-être un point. C'est vrai que dans le domaine de la santé aujourd'hui, on va finalement gérer 2 packages d'identité. On aura l'identité qui va nous servir à référencer les données de santé. Et ça, ce qui fait foi, c'est l'INS. Et de l'autre côté, on a des données qui vont servir au remboursement des soins, les données de facturation. Et là, ça va être un autre jeu de données finalement. Un patient, un usager dans un logiciel va potentiellement avoir 2 jeux de traits. Le jeu de traits INS pour le référencement des données de santé et le jeu de trait facturation pour le remboursement de ses soins. Et c'est ce jeu de trait de facturation, comme aujourd'hui, d'ailleurs, ça va pas être nouveau et l'INS ne change pas ça. Et donc, quand on est amené à facturer, que ce soit auprès de l'assurance maladie obligatoire ou auprès de l'assurance maladie complémentaire, c'est bien le jeu de trait facturation qu'on continue à utiliser comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'une donnée de santé? Vas-y, voilà, j'étais sur la même question. Alors, on pourra peut-être essayer de recoller dans le chat la définition que donne la CNIL d'une donnée de santé. Oui, je l'ai plus en tête avec les bons mots, donc je pense qu'on va copier-coller la définition, ça sera plus adéquate. Et je vois que dans la question, il y a aussi le lien avec le DMP, et c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de le repréciser. C'est vrai que l'objectif, c'est que demain, le DMP et plus largement mon espace santé, l'espace numérique de l'usager, l'identité pivot qui va servir à l'espace numérique de santé de l'usager et au DMP, ça sera l'INS. Donc, d'ici quelques mois, j'ai plus l'échéance exacte en tête, pour pouvoir alimenter le DMP ou mon espace santé de l'usager, il faudra bien avoir l'INS sur la donnée de santé. Si on n'a pas l'INS sur la donnée de santé, le DMP ne pourra pas être alimenté. Ça va se faire progressivement. À un moment, il était question que la présence de l'INS soit nécessaire pour alimenter le DMP, je crois, au printemps prochain. Il me semble que ça a été légèrement décalé. Décalé à fin 2022. Fin 2022. Et j'ai trouvé du coup la définition de la CNIL. Ah, super, merci. C'est mieux de la mettre plutôt qu'en faire la transcription. Ouais, je crois que ça n'a pas tout pris. Je vais rajouter le lien aussi. Alors, je regarde en même temps s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, l'INS doit-il être au statut qualifié pour pouvoir alimenter mon espace santé? Oui, en effet, cette règle on a le droit de diffuser l'INS que si et seulement si elle est qualifiée, est valable aussi pour le DMP et mon espace santé. Le but, c'est bien évidemment d'éviter qu'on injecte dans le DMP ou dans mon espace santé d'un usager une donnée de santé relative à un autre usager. Donc, c'est pour garantir l'identité-vigilance que cette règle-là est positionnée. Et par contre, c'est vrai que le DMP ne fera pas lui-même de contrôle en entrée parce que lui, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a fait en termes de qualification. Donc, c'est bien aux éditeurs des professionnels de santé, des structures de santé, de bien veiller à ce que seule une identité qualifiée puisse basculer dans le DMP. Ça sera vrai, Elsa, qu'à partir de la fin 2022, parce qu'avant fin 2022, tu as toujours la possibilité d'alimenter le DMP via la TD00. Oui, tout à fait, oui. Il y a cette TD00, du coup, tu seras sur... Oui, c'est vrai que je me projetais dans la cible DMP, mon espace santé, mais tu as raison. Ouais, via la transaction spécifique du DMP qui est souvent utilisé dans les versions antérieures à la 2.4, qui est la TD00, qui génère en fait un matricule INS et des traits. Alors, autant le matricule INS sera le même que celui du téléservice NSI, autant les traits fournis par cette transaction spécifique proviennent d'une base de l'assurance maladie et donc pas du répertoire de l'INSEE et peuvent être du coup légèrement différents.
Je te laisse prendre la question suivante. Oui, j'étais en train de répondre à l'écrit, mais je le dis aussi à l'oral. Effectivement, dans le cadre d'un logiciel en mode SaaS pour lesquels il y a plusieurs praticiens, aujourd'hui, en tout cas, c'est bien que le certificat du praticien qu'il faut appeler le téléservice INSI dans l'attente de tous les travaux dont on parlait juste avant. Après, la question qu'il faut se poser aussi, je pense, sur tous les logiciels en mode SaaS, c'est de savoir aussi comment ces logiciels s'interfacent avec le logiciel métier du professionnel. Parce qu'on pourrait tout à fait aussi imaginer que le professionnel, je sais pas, le médecin de ville, admettons, dans son logiciel métier à lui, appelle le téléservice INSI, récupère l'INS, qualifie, etc., etc., et que d'une manière ou d'une autre, il pousse l'identité de l'usager avec l'INS dans un autre logiciel. Et cet autre logiciel, si on est dans le même domaine d'identification, c'est toujours le praticien qui utilise ce logiciel-là et qui est en quelque sorte esclave de son logiciel de gestion de cabinet, auquel cas on est dans la règle où on peut récupérer l'INS sans autre action. Le statut va être transitif, en fait, et on pourra récupérer l'INS. C'est pour ça que tout logiciel, la première chose à faire, finalement, c'est d'être sûr que vos logiciels soient d'ores et déjà capables de prévoir tous les champs d'identité qu'on a cités au tout début de la présentation. Et c'est pour ça qu'on commençait d'ailleurs sur cette partie-là, que vos logiciels soient bien en capacité d'avoir un champ pour gérer le matricule INS, pour gérer l'OID, pour gérer les noms de naissance non utilisés, tous les prénoms dont on a parlé, date de naissance, sexe, etc., etc., que vos logiciels puissent gérer potentiellement les statuts si cela est nécessaire. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il y a ces points de blocage sur l'accès au téléservice INSI, mais ayant en tête aussi, je pense que sur la gestion de l'identité à proprement parler, il y a beaucoup d'autres choses au-delà du téléservice qu'il faut faire, et c'est vrai que ça peut être l'occasion de mettre ce temps à profit pour se mettre en conformité sur tous ces points-là qui ne nécessitent pas l'appel au téléservice. Alors, je vois la question. L'objectif de l'INS est de disposer d'une identité pérenne et fiable. Avez-vous songé à mettre à jour les bases d'identité du Sésame Vital pour qu'elles s'indexent à celles de l'INSEE et mettre les cartes vitales à jour? Alors, c'est un sujet, évidemment qu'on aimerait que toutes les bases qui gèrent des identités de l'usager soient bien à jour, bien raccord, etc. Donc oui, je sais que c'est un sujet que la CNAM a à l'esprit, mais pareil, je n'ai pas de calendrier et d'échéance à annoncer sur ce genre de projet. Ce qu'on peut dire, Elsa, par contre, c'est que l'identité qui sera fournie par l'application Carte Vitale, elle proviendra bien du téléservice INSI. Et même en termes, il y avait une question notamment sur l'identification à distance, par exemple. Bon, c'est un peu long en termes d'échéance, mais en 2023, il est prévu que l'application Carte Vitale soit de niveau IDAS substantiel. Cela veut dire en fait que via l'application Carte Vitale, l'INS qui vous sera fourni via ce dispositif vous permettra d'ores et déjà de disposer d'un INS qualifié. Et il n'y aura pas besoin de réaliser une procédure d'identité-vigilance a posteriori, parce que du coup, le contrôle d'identité-vigilance en fait, aura été délégué et sera pris en charge en amont par l'application Carte Vitale. Il y avait d'autres questions. Oui, je vois d'autres questions sur notre communication auprès des acteurs finaux, pharmaciens, médecins et autres acteurs. Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué très, très brièvement. Nous, ce qu'on a fait au niveau de l'ANS et du ministère de la Santé, c'est qu'on essaye progressivement de toucher les ordres professionnels, par exemple. Donc, on a pu avoir l'occasion d'échanger avec l'Ordre national des pharmaciens, avec l'Ordre national des médecins. On a plusieurs autres échanges avec les ordres à planifier sur les mois de septembre, octobre, novembre, pour essayer au maximum de sensibiliser les acteurs à l'échelon, on va dire, national. Pour l'échelon, on va dire, plus régional, local, on s'appuie sur des relais de déploiement que sont les régions. Donc, c'est les ARS et les groupements d'appui, les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, les GRAD, sur qui on compte pour aller sensibiliser, communiquer autour de l'INS auprès des établissements de santé et des professionnels de santé, appuyés aussi par le réseau de l'assurance maladie, donc notamment
les CIS de l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que l'ANS et le ministère vont se charger de la communication au niveau national et l'échelon régional local sera plutôt couvert par l'assurance maladie, les ARS, les grades. Alors après, quelle est la responsabilité de l'éditeur vis-à-vis de son client utilisateur en ce qui concerne le référentiel INS? Alors, je pense que ça revient un petit peu à à une question précédente sur la façon dont vont être formalisés les rôles et responsabilités. Donc, encore une fois, on n'est pas des spécialistes de ce sujet-là, mais normalement, dans les conventions et dans les contrats qui vous lient entre éditeurs et acteurs de santé, il faut que les rôles et responsabilités soient décrits, en fait, et notamment sur INS, mais sur plus largement la gestion des données de santé. Alors, l'ANS fournit des scénarios de test permettant de vérifier la bonne intégration des règles du projet INSI dans nos logiciels. Ces scénarios seront utilisés pour un agrément. Si oui, à quelle échéance? Cet agrément sera exigé par les instances. J'imagine qu'on fait référence au Ségur. Alors peut-être c'est vrai qu'en fait avant le Ségur, on avait publié sur notre site des scénarios de test qui à l'époque en fait étaient vraiment à vocation, je dirais, d'aide pour les éditeurs pour vous permettre de bien comprendre, et de formuler un petit peu différemment les textes. Le référentiel INS, le guide d'implémentation, voilà, on s'était dit que c'était une aide utile pour les éditeurs. Donc ces scénarios de test, ils étaient mis à votre disposition en guise d'aide. Entre-temps est arrivé le Ségur, le volet numérique du Ségur, qui permet aux éditeurs de se référencer comme étant compatibles au socle Ségur, donc INS, DMP, MS Santé et Pro Santé Connect, entre autres. Et pour ce référencement, on a bien évidemment des exigences qui vont être validées par des scénarios de test. Alors, les scénarios de test qui vont être regardés, ils sont précisés dans les DSR. Dans les DSR, vous avez systématiquement face à l'exigence le scénario de test qu'on vous demande de dérouler et on précise aussi la nature de la preuve qu'on attend. Donc ça, c'est un premier élément d'information. Donc dans les DSR, vous trouverez ce qu'il faut pour savoir ce sur quoi on va vous regarder pour le référencement. Et on a mis en ligne, en plus de ça, sur notre site, ce qu'on a appelé le pas à pas INS. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans les DSR, on avait mis quand même pas mal de choses pour vous aider à y voir plus clair sur ce qu'on attendait dans les scénarios de vérification de conformité. On l'a encore précisé dans le pas à pas. On pourra vous remettre le lien aussi. Oui, je le mets. Donc, ouais. Voilà. Et les échéances, donc là pareil, on vous renverra vers les pages Ségur où sont détaillées toutes les échéances pour que vous puissiez candidater au Ségur. Sur ces pages-là, vous retrouverez aussi des précisions pour savoir si votre logiciel est bel et bien dans le périmètre du volet du numérique du Ségur. Vous retrouvez là aussi les exigences, etc. Sur cette page-là. Alors, des démarches sont-elles mises en place pour sensibiliser les médecins généralistes? Les médecins de ville connaissent bien leurs patients. Comment allez-vous garantir l'adhésion de ces professionnels de soins identité-vigilance? Oui. On a déjà un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu veux… Oui, c'est vrai que je peux peut-être apporter une précision par contre parce que le sujet de l'identité-vigilance en médecine de ville a fait l'objet quand même de pas mal de débats avec les professionnels. Là, on a pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a eu plusieurs échanges avec le Conseil national de l'ordre des médecins sur justement l'action qui consistait notamment à demander une pièce d'identité à l'usager qu'on prend en charge. Et après de multiples discussions, le Conseil national de l'ordre des médecins nous a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle déontologique à demander ce type de pièce d'identité pour assurer la cohérence de l'identité numérique et de la personne physique, pour sécuriser la prise en charge. Mais on rappelle évidemment, et c'était d'ailleurs indiqué dans nos différents documents à destination des professionnels de santé, que si l'usager n'est pas en mesure de fournir sa pièce d'identité, s'il refuse de le faire, bien évidemment, on le prend en charge normalement. Il n'aura pas d'INS, mais tant pis, il fera évidemment l'objet d'une prise en charge par la suite. Mais par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ce qu'on essaye en tout cas de véhiculer comme information auprès des médecins, c'est en l'absence de cette INS, le rapprochement des données de santé sera plus compliqué. On n'est pas complètement sûr qu'on arrivera à bien gérer l'antériorité, par exemple, des résultats de laboratoire, si l'usager a plusieurs identités différentes avec des légères différences dans ses traits. Donc, c'est pour ça qu'il faut au maximum récupérer l'INS. Et voilà, le Conseil national de l'ordre des médecins était d'accord pour aller dans cette voie-là, en précisant bien que si ce n'est pas possible, ça ne nuit pas à la prise en charge. Alors, sur la notion de domaine d'identification, bon là, j'y ai répondu, mais en effet, si on a un LGC et un logiciel d'agenda qui sont complètement synchronisés avec… une base de patients partagée et le même identifiant patient, alors oui, on est dans le même domaine d'identification. Et dans ce cas-là, par exemple, le logiciel d'agenda n'est pas un référentiel d'identité et seul le LGC est un référentiel d'identité.
Par contre, si on est dans le cas où on a un LGC et qu'on a un logiciel de prise de rendez-vous avec ces deux logiciels qui ne communiquent pas, ne sont pas interfacés et qui ont des bases de données différentes avec des façons d'identifier le patient différemment, alors là, on est sur deux domaines d'identification différents et donc il s'agit de deux référentiels d'identité différents. Donc là, au niveau des travaux, soit il faudra mettre en place les interfaces entre l'un et l'autre pour qu'il n'y ait plus qu'un seul domaine d'identification, ou soit, en effet, les deux vont devoir se conformer aux règles qui sont édictées dans le guide d'implémentation et qui concernent les référentiels d'identité. Alors, on a une question aussi sur comment fait-on pour différencier les statuts de l'INS dans l'interface du logiciel. Donc, je pense qu'on fait référence aux statuts identité provisoire, récupéré, validé, qualifié, dont on a parlé avant. Effectivement, ces statuts-là, ils vont être gérés par le logiciel qui crée les identités, donc par le référentiel d'identité. Et après, dans les interfaces, en fait, on va, en tout cas, en intra-hospitalier, je ne sais pas si c'est le sens de la question d'ailleurs, mais on va toujours avoir la notion de si l'identité est provisoire ou validée. Donc, et si jamais l'identité elle est provisoire, par définition, on n'aura pas le matricule INS qui sera véhiculé avec. Si l'identité elle est validée et qu'en plus on a le matricule INS qui apparaît dans le flux d'informations, là on sait qu'on a affaire à une identité qualifiée parce qu'elle est validée, plus on a récupéré le matricule INS à partir du téléservice INSI. Donc c'est cette double donnée qui nous permet de savoir que l'identité est qualifiée en fait. Et quand on est extra-hospitalier, quand on sort du domaine d'identification, là, de fait, on peut envoyer, on peut partager l'INS que s'il est qualifié. Donc, la notion du statut n'a moins de sens. L'application carte vitale fournira-t-elle le numéro INS et l'OID? Ce n'est pas le cas de la carte vitale physique. Donc oui, la future appli carte vitale aura bien ces informations-là. Avez-vous des supports de sensibilisation que nous pourrions fournir aux praticiens? Donc, pareil, on va vous mettre les ressources qu'on a pu créer dans le chat. On a fait notamment un certain nombre d'affiches pour promouvoir l'INS autant auprès des professionnels que des usagers. On a aussi pu créer différents flyers, donc on va vous les faire suivre. Oui, peut-être que je vais donner le lien générique de la page INS. Il y a beaucoup de supports, donc peut-être donner ce lien pour après laisser les participants naviguer. Pouvez-vous détailler l'usage des attributs complémentaires, homonymes, douteuses, fictives? Oui. Alors, l'identité, je vais les faire dans l'ordre habituel, douteuse, c'est... j'ai créé une identité dans mon logiciel, mais je soupçonne la personne en face de moi d'une usurpation d'identité, par exemple, quelqu'un qui me présente une pièce d'identité où officiellement il est censé avoir 20 ans et face à moi j'ai quelqu'un qui en a visiblement le double, le triple de cet âge-là, ça me met le doute, je ne suis pas complètement sûre de l'identité de l'usager, je peux la toper comme étant une identité douteuse. Ça peut être aussi le cas d'une identité où la personne, elle se présente aux urgences, peut-être pas très... elle n'a pas tous ses moyens, elle donne son identité, mais on n'est pas très bien sûr d'avoir bien compris et tout ça. Donc, on a un doute sur l'identité. Donc, on va créer avec ce que la personne va potentiellement nous dire, mais tout en sachant bien que c'est quand même très moyennement fiable. Auquel cas, on peut utiliser aussi l'identité douteuse dans ce cas-là. J'imagine qu'il y a d'autres cas d'usage qui pourraient se présenter, mais c'est ceux qui me viennent spontanément à l'esprit. Identité fictive, on est plutôt dans les cas d'anonymat. Donc, quand on prend en charge des personnes dont il faut garantir l'anonymat. Donc, je citais tout à l'heure les accouchements sous X. Je citais aussi les personnalités, entre guillemets, VIP, dont on voudrait anonymiser les données de santé parce qu'on a peur que leur dossier puisse être consulté par des gens qui ne les prennent pas en charge. Donc là, on va peut-être volontairement créer une fausse identité. Et auquel cas, c'est quand même important qu'on puisse la toper comme étant une identité fictive. Et identité homonyme, là, on est plutôt sur l'agent d'accueil, par exemple, au moment où il crée l'identité. Dans son logiciel, il va dire tiens, c'est bizarre, Martin Dupont, né le 15 février 80, voilà, j'ai un autre Martin Dupont qui est né le 14 février 1980, ils sont tous les deux nés à Paris. Ça, le jour où il y a un des deux qui va se présenter, on n'est quand même pas à l'abri de confondre l'un et l'autre parce que ça se joue à un chiffre sur la date de naissance. Auquel cas, ça peut valoir le coup d'avoir cet attribut et de pouvoir toper l'identité comme étant une identité
homonyme parce qu'il y a une identité très très proche dans le système d'information et ça permettra d'alerter sur le fait que le jour où la personne se présente, il y a une identité qui ressemble et il faut bien prendre la bonne au moment de l'accueil et au moment où on va produire de la donnée de santé pour cet usager-là, pour éviter que la donnée de santé de l'un se retrouve dans le DMP de l'autre, par exemple. Ces attributs complémentaires peuvent-ils être positionnés à la création et ou à la modification? Oui, tout à fait. On pourrait imaginer qu'on coche identité douteuse au moment même où on crée l'identité, parce que si je prends le cas de l'usurpation d'identité, on se rend compte du problème, entre guillemets, dès la création. Mais on pourrait aussi imaginer que pour cet usager-là, l'identité, elle a été créée tout à fait normalement et que le jour où il se représente, c'est là où le doute émerge et on peut du coup mettre douteux à ce moment-là de la prise en charge. Donc, vous avez raison, ça peut être bien positionné à plusieurs moments de la prise en charge de l'usager. Est-ce que l'INS servira un jour pour la télétransmission? Alors voilà, c'est difficile de répondre. On sait qu'il y a cette volonté au niveau de la CNAM d'harmoniser les bases et puis de finalement mieux faire coïncider les bases CNAM facturation avec les bases de l'état civil. Par contre, on n'a pas du tout d'échéance sur l'aboutissement de ce chantier. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. J'espère qu'on n'a pas laissé passer de questions, parce que c'est vrai qu'on en a eu beaucoup, donc j'espère qu'on n'a oublié personne lors de cette session de questions-réponses. En tout cas, on est encore là 1 ou 2 minutes pour la fin de ce webinaire, donc vous pouvez en profiter pour nous remettre à l'esprit une question qu'on aurait ratée ou nous poser une ultime question sur INS. Et d'ores et déjà, en tout cas, on vous remercie pour votre participation, pour les nombreuses questions. Voilà, c'est important pour nous d'avoir ces temps d'échange avec vous. Donc, on espère que vous êtes satisfaits de ce webinaire et on espère aussi vous retrouver à d'autres occasions pour échanger sur INS. Les attributs sont cumulatifs. Est-ce qu'ils pourraient être... Oui, on pourrait imaginer qu'ils soient cumulatifs, en effet. Et nos coordonnées, on va vous remettre dans le chat le canal à privilégier pour poser toutes questions sur INS. Je vais le remettre. Voilà, les questions, comme l'a dit Benoît un peu plus, je crois un tout petit peu avant, voilà, vous avez un canal pour les questions INS, donc les questions de fond, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et si jamais vous avez des questions sur le Ségur, le volet numérique du Ségur, comment est-ce qu'on peut se faire référencer, les financements, etc., tout ça, c'est un autre canal. Donc on vous met bien les deux façons d'accéder à ces différentes expertises. Je vais y arriver. Et vous avez peut-être vu apparaître sur votre écran, on est vraiment preneur de votre avis sur ce webinaire, ce qui vous a plu ou au contraire tout ce qu'on pourrait améliorer pour les futures éditions. Donc, on compte sur vous pour répondre aux questions de satisfaction qui viennent de vous être envoyées par Elodie. Eh bien, merci beaucoup Elsa, merci Benoît, et puis n'hésitez pas à contacter les équipes si vous avez des questions. Le replay vous sera envoyé dans les prochaines minutes et le support sera mis en ligne également sur le site de l'agence. Merci beaucoup et puis à très bientôt.